c'est un vrai honneur pour la ville de Chevry-Cossigny d'accueillir cette réunion. Alors, le siège, comme je le disais, mais aussi la clé à travers la présence de son président. Alors, on a eu quelques séances de travail ces derniers temps, mais je veux dire qu'on est présent et réunis pour une réunion sur un sujet qui est particulièrement important, qui est la révision du SAGE. Et j'ai eu la chance de travailler, de participer à quelques travaux préliminaires sur le sujet. Et vous dire que, et c'est ce qu'on se disait avec Romain juste avant, que c'est un document qui est assez ambitieux, même très ambitieux pour notre territoire et qui donne beaucoup de sens à ce qu'on fait les uns et les autres dans nos communes respectives sur un territoire qui doit prendre sa part sur un vrai sujet qui est celui de la préservation de notre environnement et de notre planète. Et que moi, en tout cas, je suis honoreux d'être le maire de la commune qui accueille cette réunion, mais aussi d'avoir pu participer à ces travaux et contribuer à ma modeste place à ces travaux qui étaient vraiment très intéressants, qui vous seront présentés ici et qui donneront lieu, j'en suis persuadé, à des échanges nourris. Et encore une fois, je vous souhaite tout simplement la bienvenue à Chevry-Cossigny, mais surtout sur le territoire du Siage, pour un sujet qui nous concerne tous. Merci Jonathan de ces mots d'accueil. C'est vrai qu'on a toujours plaisir à se retrouver ici, dans un lieu plein de bonnes choses, de bonnes ondes. Alors, cette réunion, nous l'avons souhaitée au moment où nous lançons une étape importante qui est la consultation post-adoption par la Commission locale de l'eau, et je vais y venir en quelques instants, de notre nouveau schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, du bassin versant de l'Yerre et de ses affluents. Un tout petit point d'histoire pour rappeler que ce qui nous réunit aujourd'hui a débuté il y a un quart de siècle. Ça fait 25 ans qu'avec l'équipe du SIARV de l'époque, avant que le SIAGE n'existe, et avec la complicité du président de ce qui était à l'époque le syndicat de la vallée de l'Yerre, notre ami Piot, Bernard Piot, tous les trois, donc avec Alain Chambard, Bernard Piot et notre serviteur, nous sommes mis en réflexion pour prolonger ce qui avait déjà été initié et plutôt maintenu dans un état de latence entre les deux syndicats qui étaient le syndicat de la vallée de l'Yerre et le SIARV, avant même qu'existent ces politiques qui aujourd'hui sont rentrées dans les mœurs, à défaut d'être très faciles à appliquer, et notamment au travers de l'ambition GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui ont vécu cette époque, et certains sont ici dans la salle, se souviennent que c'était très complexe et très ambitieux. Travailler à l'échelle de tout un bassin versant, sur un territoire très vaste, avec plus de 550 000 habitants concernés par l'ensemble des travaux et de ce qui allait en découler, c'était quelque chose de très ambitieux et nous avons mis le temps qu'il fallait pour établir d'abord les règles de bon fonctionnement de notre instance, Commission locale de l'eau, et ensuite pour que cette Commission locale de l'eau produise le premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerre, que nous avons bâti patiemment et qui est encore pour quelques mois en application, puisque c'est celui qui régit aujourd'hui la relation entre le bassin versant, son autorité dite Parlement de l'eau, qui est la Commission locale de l'eau, et son maître d'ouvrage d'œuvre et de tout le reste, qui est le SIAGE, qui, du fait des travaux que nous avons effectués et du fait, je ne crains pas de le dire, de la qualité du partenariat que nous avons initié avec l'ensemble des services de l'État en particulier, mais également tous autres, est devenu l'EPAGE, c'est-à-dire l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Yerre. Un quart de siècle, ça peut sembler très long, mais Eric, qui était de cette aventure au début, peut dire que ça n'est pas trop long et c'était le temps qu'il fallait pour nourrir un premier schéma, le faire vivre, en analyser à la fois les bienfaits, il y en a eu, mais également les insuffisances, il y en avait, et bâtir
ce nouveau schéma que nous avons adopté. Et je tiens à le dire parce que c'est important de le rappeler, pour la première fois à l'unanimité exprimée de tous ses membres. Le premier schéma a été voté sans opposition, mais avec des abstentions qui devaient être prises en compte dans ce qu'elles révélaient, une abstention de la région et une abstention d'une association de protection de l'environnement. Donc il n'y avait pas de refus, mais il y avait une observation un peu réticente par rapport à ça. Chemin faisant, et grâce à l'excellence du travail, en particulier de mise en œuvre du schéma par le SIAG devenu SIAGE et maintenant SIAGE et PAGE, tout le travail que nous avons fait, dont a parlé Jonathan en quelques instants, s'est révélé non pas être un consensus mou pour un résultat au tiède, parce qu'il faut déplaire ni à celui-ci ni à celle-là, il faut que tout le monde trouve son compte, hein, et sur un profil plutôt bas. Hein, nous avons fixé d'emblée les ambitions qui découlaient du diagnostic qui a été fait, du bilan tel que nous pouvions le porter, de notre SAGE actuel et de sa mise en œuvre, et de l'ensemble des contrats qui le déclinaient d'une manière ou d'une autre, et on pourra y venir tout à l'heure. Et cette ambition, nous ne l'avons pas trahie, y compris dans la méthode. Nulle obligation n'était faite d'avoir recours à la Commission nationale du débat public. Pourtant, c'est ce que nous avons fait en phase initiale du travail de remise sur notre table, sur notre métier du schéma, c'est ce que nous avons fait. Donc l'ensemble de la méthode a concouru à ce que l'ambition reste intacte, et le résultat, on va aujourd'hui vous en décliner les grandes lignes, est à la hauteur de nos ambitions, et cette ambition crée des contraintes. Des contraintes pour ceux qui auront à mettre en œuvre. Et ceux qui auront à mettre en œuvre, c'est bien évidemment en tout premier lieu le SIAGE, mais pas que. Parce que, et on va vous le dire, dans les règles édictées, il y a des règles qui nécessiteront une véritable conformité et d'autres qui nécessiteront ce qu'on appelle une simple compatibilité, ce qui n'est pas toujours de même portée juridique, mais il n'empêche que ça crée des obligations, non pas pour le plaisir de créer de la norme supplémentaire pour embêter tout le monde, mais pour atteindre un objectif qui est bien que non seulement on restaure, qu'on continue à le faire, la qualité et la quantité de l'eau de notre bassin versant et de tous les milieux aquatiques associés, mais qu'également on contribue à la place qui est la nôtre et qui n'est pas négligeable à l'ensemble des enjeux de lutte contre l'ensemble des dérèglements climatiques. Lourde charge, lourde mission que nous avions décidé d'accepter de prendre en charge dans toutes les dimensions. Avant de passer la parole à qui devra exprimer les choses encore plus de manière, disons, opérationnelle, et en particulier Romain Collat en tant que président du SIAGE qui a des choses à dire sur l'objectif opérationnel à partir du moment où le schéma sera définitif, je veux, pour conclure mon propos, adresser des remerciements. Remerciements tout d'abord à l'équipe du SIAGE, et au sein de l'équipe du SIAGE, l'équipe qui est, je le dis, à nos côtés, Héloïse et ses collègues qui chargés de la mise en œuvre des contrats divers que nous avons avec l'Agence de l'eau en particulier, qui font un travail exceptionnel, et qui le font dans des conditions de compétence et de dévouement rarement atteintes, et qui méritent d'être soulignées. Vraiment, je le dis parce que tout ceci au sein d'une équipe qui n'a pas besoin d'être plus que cela salué, puisque nous faisons régulièrement. Le SIAGE, c'est une belle aventure et c'est une formidable équipe. Je veux adresser également des remerciements à tous les membres de la clé. La clé, je l'évoquais tout à l'heure, on a dit, c'est pas nous qui avons inventé le terme, ça nous a été indiqué comme tel, c'est le Parlement local de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde. Il y a les élus qui sont là, et beaucoup d'entre eux, vice-présidents fidèles de notre structure, sont là encore aujourd'hui, ils ont été là présents tout le temps lors de nos travaux. Il y a des représentants de l'État dans toute sa diversité, l'agence de bassin est là, mais il n'y a pas que l'agence de bassin, il y a toutes les dimensions déconcentrées de l'État à l'échelle de 3 départements. N'oublions pas que nous sommes sur un bassin versant commun à la Seine-et-Marne,
au Val-de-Marne et à l'Essonne, entre les deux. Dieu sait que les services de l'État auraient pu avoir des approches différentes selon leur niveau d'intervention, ça n'a pas été le cas. Ils auraient pu être tatillons au-delà du raisonnable, ce que quelquefois l'État se plaît à faire pour montrer qu'il existe, mais ça n'a pas été le cas. L'État a été, je le dis, exemplaire à nos côtés, exigeant comme il le fallait, mais facilitateur comme il le devait. Puis je veux également saluer, parce que c'est très important de le faire, et les remercier vraiment du fond du cœur, tous nos partenaires du troisième cercle, qui est celui des usagers de l'eau. Tout le monde associatif, pas simplement, mais place très importante, les associations de défense de l'environnement qui ont toujours contribué et salué le travail auquel ils ont adhéré jusqu'au bout. Saluer également parmi les usagers ceux qui auraient pu, à juste titre, s'inquiéter terriblement de tout ce qui découle, en particulier de la stratégie GEMAPI, résultante de tout ce que l'on met dans le schéma en matière de restauration des milieux aquatiques et de tous les territoires associés. Je parlais du monde agricole. Le monde agricole a été très présent, très positif. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a indiqué ce qu'il souhaitait que soit inscrit ou non inscrit. Il a dit pourquoi. Il a obtenu réponse. Nous avons écrit ce qu'il fallait écrire en respectant, sans descendre dans l'eau tiède, les objectifs que nous avions, et le monde agricole a été de ceux qui ont salué en les validant le travail qui est sorti de nos réflexions et de l'ensemble de nos réunions. Et mes derniers remerciements vont en direction de ceux qui, dans tout le processus, ont apporté une dimension incontournable, c'est-à-dire celle de la proximité, dans toutes ces dimensions. Proximité sur les usages, proximité dans la géographie. Il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été menés au plus près du terrain et à toutes les échelles du bassin versant. Ces ateliers qui ont permis d'écrire le schéma ont été extrêmement sérieux, ont été extrêmement productifs. Et on peut dire, bien sûr, que ce n'est pas la population tout entière portée par la ferveur du sage qui a écrit ce schéma, mais personne ne pourra dire que la population n'a pas été invitée à participer et n'a pas été représentée dans sa contribution à l'élaboration, puis ensuite à l'adoption du schéma. Donc, on a quelquefois plus de raisons de ne pas être satisfait de l'action publique telle que nous essayons de la mener. Je crois que, s'agissant du schéma révisé, du nouveau schéma à venir concernant notre bassin versant, nous avons tous fait le job, et nous avons, je crois, réussi à aboutir là où nous souhaitions aboutir, dans la clarté, dans la responsabilité et dans l'ambition qui était absolument nécessaire et que nous devions obtenir. Voilà ce que je voulais dire, et je vais maintenant confier à notre président du SIAGE, Romain Collat, le soin de poursuivre, puis ensuite je pense que Héloïse dressera peut-être les grandes lignes du schéma. L'agence de l'eau qui est à mes côtés, qui nous connaît comme si elle nous avait fait, et qui est, l'idée est à nos côtés depuis l'origine. Donc elle connaît bien l'histoire, et on la connaît bien aussi, on sait comment fonctionne l'agence de l'eau, et elle nous soutient beaucoup. Et il nous dira également ce que l'État pense de ce travail, et comment l'État va nous accompagner pour la mise en œuvre qui va en découler. Merci, Président. Bonsoir à toutes et tous. Merci à Jonathan Lofcy de nous accueillir. C'est une bonne habitude dans cette salle de la marmite. Guy Geoffroy, président de la Clé, finalement a dit l'essentiel. Le SAGE révisé de la vallée de l'Yerre, issu des travaux de la commission locale de l'eau, est particulièrement ambitieux. Et Lydia pourra le confirmer ou pas, mais je pense qu'il figure parmi les documents programmatiques pour préserver la ressource en eau et nous adapter collectivement au changement climatique les plus ambitieux qui existent. Ce n'est pas le plus ambitieux à date. Cette ambition, elle nous oblige évidemment. Elle nous oblige
oblige à nous donner les moyens, et ça c'est le travail qui doit être le mien en tant que président du SIAGE, structure porteuse de la clé et chargée de mettre en œuvre le SAGE, d'outiller le SIAGE pour que celui-ci puisse répondre aux objectifs que nous nous assignons, et d'outiller le SIAGE, et je m'associe évidemment aux hommages qui viennent d'être rendus à ces équipes, pour qu'ils puissent vous accompagner, parce qu'en fait, l'ambition assignée par la clé, elle l'est pour elle-même, elle l'est pour le SIAGE, mais elle l'est beaucoup pour vous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité avec Guy organiser rapidement cette première réunion, qui est à la fois une réunion de présentation des grands enjeux et puis de sensibilisation. Sensibilisation d'abord parce que nous sommes entrés dans une phase réglementaire de recueil des avis des personnes publiques associées qui court jusqu'au 15 août. Cela signifie que dans vos collectivités, dans les groupements de collectivités, vous avez jusqu'au 15 août pour émettre un avis, puisque nous sommes dans une phase de consultation, sur le SAGE dans toutes ses composantes, le plan d'aménagement et de gestion durable, le règlement du SAGE et la cartographie associée. Je pense qu'il n'est pas trop tôt de vous sensibiliser sur ce sujet-là. Il est rare qu'on réunisse les organes délibérants des communes ou des EPCI entre le 1er et le 15 août, et que donc la fenêtre de tir pour émettre des avis se réduit, puisque ceci doit faire l'objet de délibération. Et d'ailleurs, on avait fait attention avec Guy en se disant que vraisemblablement, enfin c'est pas vraisemblablement, légalement, on est toutes et tous amenés à réunir nos organes délibérants pour adopter le compte administratif et le compte de gestion avant le 30 juin. Et donc vous avez là sans doute une fenêtre de tir pour émettre un avis éclairé sur ce projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux révisé. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que l'ambition portée par le SAGE sur les enjeux qu'il a vocation à traiter aura des traductions à la fois réglementaires et pratiques. Pour dire les choses très concrètement, et là je parle sous le contrôle d'Héloïse de mémoire, on a 7 dispositions à portée réglementaire qui sont dans le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE révisé, qui impliqueront des mises en conformité dans les 3 ans après l'adoption du SAGE des SCOT et plans locaux d'urbanisme, plans intercommunaux d'urbanisme, qui portent à la fois sur la gestion des eaux pluviales, autant que faire se peut à la parcelle, qui portent sur la préservation des zones humides, ou qui portent encore sur la préservation de zones tampons, voire leur création le long du cours d'eau. Tout ça a des conséquences sur les documents d'urbanisme et a des conséquences sur un certain nombre de projets. C'est la raison pour laquelle moi je vous invite à examiner très attentivement les dispositions du SAGE, de son règlement, de son PAGD, à regarder ce que ça veut dire chez vous, à pointer d'éventuelles difficultés, parce que ce SAGE, une fois qu'il aura été adopté définitivement, il aura force de droit. Ce que nous allons faire pour accompagner l'ensemble des collectivités et groupements de collectivités du bassin versant dans la période, c'est d'abord vous dire qu'Héloïse et l'ensemble des équipes du SIAGE sont à votre disposition pour répondre à vos questions dans cette phase d'examen du projet de SAGE révisé. Ensuite, une fois le SAGE adopté, nous aurons à éditer un guide pour les services urbains notamment, chargés de l'instruction des demandes d'autorisation des sols. Nous aurons à déployer un outil cartographique qui permettra aux agents chargés de l'instruction d'accéder à un certain nombre de données. Et puis la cellule d'animation du SAGE sera à la disposition des collectivités ou des porteurs de projets pour vérifier la compatibilité des projets d'aménagement avec les règles édictées par le SAGE. Donc une ambition en face de laquelle, avec le soutien de l'Agence de l'eau évidemment, en face de laquelle nous allons tâcher de déployer des moyens pour vous accompagner,
Et puis un calendrier dans lequel nous sommes inscrits, celui de la consultation jusqu'au 15 août, s'en suivra l'adoption définitive et ensuite des mises en conformité des documents d'urbanisme dans les 3 années après l'adoption du schéma. Donc c'est surtout sur ce point-là que je voulais insister, c'est qu'en fait là nous sommes désormais rentrés dans un temps qui est contraint et que cette ambition, il va nous falloir la mettre en œuvre. Merci Monsieur le Président. Bonjour, donc Lydia Prouvé de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Alors, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est un opérateur public sous tutelle du ministère de l'Environnement et du ministère des Finances, puisqu'on prélève les redevances sur les factures d'eau que l'on restitue sous forme de subventions pour tous les projets d'assainissement, d'eau potable, de restauration des rivières, bien évidemment, et la protection de la ressource en eau. Ça, c'est le moteur. Le véhicule, en fait, c'est le comité de bassin. Et le comité de bassin, c'est exactement la représentation de la commission locale de l'eau, c'est-à-dire, en fait, c'est la représentation des élus sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie, de la Seine, donc de sa source jusqu'à son estuaire, avec donc des élus représentants, des associations, des usagers, des industriels, des agriculteurs et les services de l'État, et qui privilégie en fait une vision de l'ensemble du bassin versant pour dire en gros quelles sont les grandes orientations à prévoir pour assurer la protection de la ressource en eau. Et le comité de bassin a, autour de 2016, là réintroduit en fait cette notion de comment on se projette dans les effets du changement climatique, c'est-à-dire en fait à essayer d'adapter en fait une stratégie d'adaptation au changement climatique. Et globalement, si je fais très simple dans les conséquences que l'on voit du réchauffement climatique dans les ressources en eau, c'est des précipitations plus intenses et des phénomènes de sécheresse plus intenses. Le rééquilibrage, on ne se connaît pas encore bien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si toutes les ressources en eau souterraine vont être en capacité de se recharger pendant les périodes où il y aura beaucoup d'eau. On ne sait pas non plus si les rivières. On a quand même une tendance à se dire qu'il y en aura moins, en fait, très clairement. Donc comment face à ce défi, on s'adapte? Et donc, il y a eu toute une série en fait, de positionnements. Et la commission locale de l'eau, donc nous, agence de l'eau, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le retour d'expérience de l'ensemble des sages qu'il y a sur le territoire, sur le bassin Seine-Normandie. Et puis, en fait, tout ce qui est fait à tel et tel endroit, on essaye de le capitaliser. Et puis, on accompagne les membres de la commission locale de l'eau pour faire ce travail. Et donc là, en l'occurrence, il y a eu tout un travail d'appropriation par les membres de la commission locale de l'eau, de se dire, ben voilà, si notre territoire, qu'est-ce qu'on veut faire en 2054 ? C'est intéressant parce qu'ils ont choisi cette date de 2054, qui est 2 fois l'objectif de la directive 4 sur l'eau, je passe les détails, mais ça montrait qu'en fait, on était 2 fois sur cette échéance pour pouvoir se dire, mais si on veut maintenir en fait des ressources en eau correcte et essayer d'affronter en fait les évolutions de ce qui va se passer, comment on doit se positionner dans ce nouveau sage, dans ces premières années, pour essayer d'entamer le virage. Et il y a eu vraiment un travail très intéressant de fait. Donc quand vous disiez qu'effectivement votre sage est ambitieux et qu'il est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, voilà, ça faisait partie des premiers sages qui se sont révisés sur cette période. Et effectivement, vous avez en tout cas adopté et pris tous les éléments qui étaient à votre disposition pour pouvoir faire ce travail. Donc c'est très intéressant et très important aussi pour votre territoire. Globalement, si on pouvait résumer les enjeux qui vont se présenter à vous là demain en tant qu'élu ou même en tant qu'association pour accompagner en fait toutes les décisions dans le domaine de l'eau, parce qu'en fait c'est celles-ci qui vont être soumises au règlement, mais aussi les permis de construire et aussi vos plans locaux d'urbanisme pour vous poser cette question. Les principes qui doivent vous guider, c'est qu'en fait il faut laisser de la place à l'eau, c'est-à-dire que à la fois il faut savoir à des endroits où peut-être dans des parties forcément un peu moins urbanisées, peut-être un petit peu plus rurales, laisser l'eau déborder à des endroits, c'est-à-dire plus à l'amont, et à l'aval, inversement, là où vous êtes imperméabilisé, être exemplaire sur la désimperméabilisation. C'est que non seulement vous devez penser à moins imperméabiliser, c'est-à-dire maintenir des coefficients de pleine terre quand vous allez construire, mais en plus, il faut penser à ce qu'il y ait des espaces, notamment publics de voirie, qui soient en partie désimperméabilisés. On a maintenant toutes les techniques et en plus vous avez le financement agence de l'eau. Donc maintenant c'est plus qu'une question de il faut faire. Il faut peut-être se confronter dans un premier temps à des retours d'expérience pour vous aider, dire que c'est possible et surtout y penser dans vos documents d'urbanisme. Sachant que dans les documents d'urbanisme vous allez travailler sur l'espace privé et pas sur l'espace public. Or l'espace public de vos voiries, de vos espaces divers et variés,
peuvent être des sources importantes de désimperméabilisation. Alors pourquoi ? Parce que l'eau, elle s'infiltre, elle nourrit les sols et on recharge les nappes. Ça permet de lutter contre les phénomènes de sécheresse intense et de maintenir aussi, en fait, en l'occurrence, des débits de rivière pour éviter qu'ils s'échappent. Donc voilà, pensons à laisser de la place à l'eau et à ce qu'elle s'infiltre dans les sols. Voilà, je dirais juste que c'est... Oui, si tu veux. Merci. Le message, c'est, vous l'aurez compris, un PAGD pour l'aménagement et gestion durable et un règlement. Le PAGD définit 5 grands objectifs, je peux vous les citer. Retrouver une fonctionnalité des milieux aquatiques et humides pour renforcer la résilience du territoire face au changement climatique et favoriser la cohésion sociale. Réduire la pollution dans les eaux superficielles dans la perspective de la baisse des étiages pour ne pas obérer les efforts de restauration écologique, mieux gérer les ruissellements pour développer des espaces collectifs de rafraîchissement, la nature de proximité et les structures paysagères tout en limitant les impacts sur la qualité de l'eau, les biens et les personnes. Préserver un accès à la ressource suffisant de qualité dans le contexte de dérèglement climatique et de l'évolution des usages, comme l'a cité précédemment M. Geoffroy, et affirmer la gouvernance et renforcer la dimension participative dans la mise en œuvre du SAGE. Donc ça, c'est 5 grands objectifs opérationnels qu'on a définis dès le début de la révision du SAGE, en concertation avec les élus, le grand public, les services de l'État. Et ensuite, on a décidé de décliner ces 5 grands objectifs en 19 objectifs plus opérationnels qui, du coup, sont eux-mêmes déclinés en dispositions. Donc, on a 32 dispositions, 33, pardon. Donc, des dispositions qui vont concerner plus la gouvernance, le fonctionnement, la mise en œuvre du SAGE en lui-même, également les études qui vont être menées par la structure porteuse. Donc, le nouveau SAGE contient une disposition qui va demander la mise en œuvre d'une étude sur le ruissellement à l'échelle du bassin versant minière. Donc, cette étude, normalement, devrait être lancée contre l'année. Et puis, le PAGD, comme l'a dit M. Colas, contient également 7 dispositions à portée réglementaire. En fait, ce sont des dispositions qui sont les pendants des articles qui figurent dans le règlement du SAGE. Donc, on va retrouver une disposition concernant la protection des zones humides. Donc, c'était une thématique qui était déjà présente dans le SAGE qui est actuellement en vigueur, mais qu'on a décidé de renforcer au vu de tout ce qu'on a pu constater concernant la mise en œuvre des règles actuellement. Donc, d'ailleurs, on a prévu 2 articles sur la protection des zones humides. Une qui concerne les impacts à partir de 1000 m². Donc, c'est 1000 m², c'est le seuil Utah. Et un article qui interdira la destruction des zones humides de plus de 500 m². Donc, c'est quand même assez... C'est particulièrement ambitieux, mais particulièrement important, en fait. C'est ça. Donc la position des membres de la CLÉ ont été très courageuses après discussion. Il y a eu des longs travaux pour montrer qu'est-ce que ça représentait, 500 m². Pour autant, les zones humides, elles sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont un intérêt en fonction écologique, parce qu'elles ont une certaine taille. C'est-à-dire que si on avait des petites taches partout, les zones humides elles vont beaucoup moins fonctionner. Et en fait, ça joue le rôle d'éponge, les zones humides. Donc, l'important, c'est de maintenir l'eau aussi dans les sols. Donc, et sur le territoire francilien, elles ont énormément disparu. Vous en avez encore sur votre territoire, préservez-les. C'est important, et ne serait-ce aussi pour la biodiversité. Et particulièrement dans tous les corridors et dans la vallée de tous vos affluents autour de Lierre et vos affluents. Parce qu'en fait, c'est là aussi que ça servira d'éponge et que ça maintiendra vos débits d'étiage. Donc c'est fondamental, les zones humides. Du coup, ce qui va être demandé, c'est que les documents d'urbanisme identifient les zones humides avérées et les protègent. Ensuite, on a également une disposition, et son pendant réglementaire, qui va demander de protéger l'espace de mobilité des cours d'eau. Donc actuellement, on a une règle qui demande de ne pas impacter l'espace défini des plus hautes eaux connues, donc face à l'espace de mobilité. Cet espace de mobilité, il n'a pas encore été défini, ça nécessitera une étude approfondie,
mais il y a une disposition du SDAGE qui indique qu'en l'absence d'études, il faut prévoir une bande de 20 mètres de part et d'autre du haut des berges. Donc c'est ce qu'on a mis dans l'article de notre future règle de passage. Donc ce qu'on demandera, c'est que cette bande de 20 mètres de part et d'autre du haut des berges soit clairement identifiée dans les plans locaux d'urbanisme, dans les plans de zonage, et que du coup il y ait un zonage réglementaire adapté. Oui, alors le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. En fait, c'est le SAGE, c'est le comité de bassin qui a fait son SAGE, mais à l'échelle du grand bassin Seine-Normandie. On a également un article qui va demander de protéger les zones d'expansion de crues qui ont déjà été identifiées sur le bassin versant. Donc, on a un atlas cartographique qui accompagne le SAGE, qui du coup identifie toutes les zones d'expansion de crues qui ont déjà été repérées sur le bassin versant. Donc, ce qui va être demandé, c'est que vous les protégiez à travers vos plans de zonage, encore une fois, et vos règlements de PLU. Ensuite, on a un article aussi, un règlement du SAGE qui va concerner plus les propriétaires d'ouvrages sur le cours d'eau. L'illustration, en fait, oui, c'est ça. C'est des ouvrages qui vont temporairement s'ouvrir pour laisser en fait transiter les sédiments et les poissons. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ouvrages aujourd'hui qui sont sur la rivière ont servi à des moments de protection. Bon nombre ne protègent plus grand-chose, puisqu'en fait, soit ils sont obsolètes. Donc il y a aussi un travail de les supprimer. Ou quand il s'agit vraiment d'ouvrages de protection des biens et des personnes, il y a des moments dans la saison où il faut les ouvrir pour que les poissons puissent bouger et que en fait, tout ce qui va être le granulat des rivières et des sables puisse en fait être évacué. Et du coup, en complément à cet article, on avait déjà un article en vigueur dans le règlement du SAGE qui interdisait les impacts dans le lit mineur du cours d'eau. Donc cet article, bien évidemment, est maintenu. Et une grande nouveauté dans notre SAGE, c'est l'intégration de la thématique gestion des eaux pluviales dans le règlement du SAGE, ce qui n'était pas le cas dans le SAGE en vigueur. Donc il va notamment être demandé à minima de gérer 10 000 mètres pendant 24 heures. Et puis une disposition également réglementaire, mais qui n'a pas de pendant dans le règlement, c'est du coup le fait d'intégrer, de prendre en compte vraiment la vulnérabilité de la nappe du Champigny dans les documents d'urbanisme. Donc quand vous faites un projet d'aménagement, il faudra vérifier que vous n'êtes pas dans une zone de vulnérabilité forte vis-à-vis de cette nappe. Donc d'ailleurs, en complément, on a plusieurs dispositions du SAGE qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance de cette nappe. Effectivement, on a l'Observatoire qui est l'association Aquibri, qui suit en fait l'ensemble des prélèvements, mais aussi de la recherche, surtout de la nappe et de sa qualité. Donc vous avez en fait une association incroyable sur ce territoire, ce qui n'est pas le cas partout. Et là, sur d'autres parties du bassin Seine-Normandie, on a effectivement des enjeux très clairs maintenant de problématiques de recharge de nappe. On n'est pas du tout logé au niveau de Seine-Normandie comme nos collègues de Rameuse, enfin de Rhône-Méditerranée, Corse ou d'Or-Garonne, où là les enjeux sont beaucoup plus durs et beaucoup plus durs à affronter et complexes. Donc il faut vraiment faire en sorte que cette nappe de Champigny puisse être protégée. Donc là pour l'instant c'est un format d'observatoire, elle n'est pas totalement en danger, si c'était un peu quand même la qualité, mais en tout cas la quantité est présente. Donc il faut continuer en fait à soutenir les travaux de cette association et parce que ça ne tient pas à grand chose une association et donc parce que c'est votre réservoir d'eau pour demain. Donc voilà, il faut être attentif effectivement pour tout ce qui va être implantation de nouveaux projets, mais l'avantage c'est que vous avez des gens qui savent et vous avez des cartes et vous avez des relais en fait, ce qui vous permettent en tout cas de répondre à vos questions. Un dernier message, peut-être avant de passer à une question-réponse, c'est que, comme l'a dit M. Collas précédemment, on vous accompagnera, les cellules d'animation vous accompagnera du coup dans la mise en compatibilité de vos documents d'urbanisme avec le SAGE, également à vérifier la conformité de vos projets avec le futur règlement du SAGE. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je suis également à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements là dans cette phase de consultation des PPA, donc qui a lieu jusqu'au 15 août. Donc
la suite de cette consultation, on récupérera tous vos avis, on fera un mémoire en réponse, et puis on analysera vos remarques, vos avis. Et puis, on aura également une phase de consultation du public qui va avoir lieu à l'automne, avant l'approbation définitive du stage. On n'est pas rentré dans les détails, on le pourrait éventuellement au travers de vos questions-réponses. Je pense qu'il y a, pour beaucoup de nos collègues élus présents ici, peut-être, à préciser la portée de ce qu'on appelle compatibilité et la portée de ce qu'on appelle conformité. Parce que il peut nous arriver, dans nos propos sur ces sujets, nous-mêmes, d'utiliser un mot à la place de l'autre et par la même occasion d'établir une certaine forme de confusion, comme si conformité, compatibilité, c'était la même chose, alors que ça n'est pas la même chose. C'est très important parce que certains d'entre vous le savent peut-être, mais le SAGE est un des filtres préliminaires à l'adoption d'un plan local d'urbanisme. La commission locale de l'eau émet un avis sur les projets d'élaboration, modification ou révision de plan local d'urbanisme. Et très souvent, l'avis, quand il lui arrive d'être défavorable, ça se produit, pas très souvent, mais ça se produit, se fonde justement sur le fait qu'il n'y a pas compatibilité à tel endroit, là où il devrait y avoir compatibilité, avec la portée juridique qui en découle, et qu'il n'y a pas éventuellement conformité à tel autre endroit, avec la portée juridique qui en découle. Et quand on va plus loin, si on est dans un calendrier, ce qui risque d'être le cas, où les poupées russes ne s'empilent pas exactement comme il faut, parce que ça serait magique si on avait l'arrêt des compteurs, allez, article 1, le SDAGE. Et une fois que le SDAGE est approuvé, ensuite tous les SAGE, puis ensuite tous les PLU, sachant que les PLU n'ont pas à obéir qu'aux contraintes fixées par les réglementations de l'eau, mais il y a bien d'autres contraintes, c'est pas à vous, élus, que je vais l'apprendre. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus enchevêtré. Nous, on a eu, entre guillemets, la chance de pouvoir s'intégrer dans un SDAGE existant et donc de ne pas être en interrogation sur le fait d'anticiper le SDAGE et éventuellement de mal l'anticiper au point d'être obligé de revoir notre copie une fois qu'elle aurait été, le croyons-nous, définitive. Donc, c'est extrêmement complexe. Et nous émettons un avis, et quelquefois c'est en termes extrêmement vigoureux, voire opposés, sur des projets dont le pétitionnaire peut être une collectivité ou un particulier, qui ont comme caractéristique potentielle d'impacter le bassin versant dans toutes ses composantes, là où le projet doit se réaliser. Et si le projet, en toute bonne foi, s'appuie sur des dispositions de PLU qui, également en toute bonne foi, mais en méconnaissance de certains éléments, ne sont pas en lien avec l'obligation de compatibilité ou de conformité, notre avis restera un avis défavorable, ce qui empêchera le projet de se réaliser. Donc, la portée de ce qui était dicté dans le schéma n'est pas neutre. Elle est extrêmement importante. Donc, je pense qu'il serait peut-être utile, je n'ai pas la plus grande compétence pour le faire, et certainement autour de moi on l'a, de bien rappeler en termes les plus précis possibles ce que c'est que la compatibilité et quelle est sa portée juridique, qu'est-ce que c'est que la conformité et ce qui en découle également juridiquement. Je ne sais pas si... Oui, je peux faire un assez simple. Donc, d'un autre côté, dans le document, vous avez, au début du document du PAJD, ça vous rappelle en fait tous ces éléments-là en fait, de compatibilité. Les règles du SAGE doivent être en fait en conformité par rapport à toutes les décisions dans le domaine de l'eau. Alors, on pense évidemment à toutes les décisions du type dossier loi sur l'eau, toutes les décisions administratives que l'État doit prendre pour sa déclaration, son autorisation au regard des règles du SAGE. Donc en fait, ça c'est les premiers, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments plus larges, c'est-à-dire que si vous aviez en fait, je sais pas, des programmes très ambitieux sur le domaine de l'eau, il faut qu'ils soient rendus compatibles avec
conforme avec le SAGE sur un certain nombre de règles, pas surtout. Là, on a cité bien évidemment les zones humides, vous avez les zones d'expansion de crues qui sont importantes, les zones de mobilité qui sont visées. L'ouverture des ouvrages, c'est moins la chose, mais voilà, sauf si vous êtes en forme de gestionnaire de ces ouvrages, où vous devez quand même d'avoir donc le respect de ces ouvertures. Puis après, vous avez tous les autres éléments qui sont la notion de compatibilité, c'est-à-dire que vous ne devez pas être contraire dans vos décisions et dans vos choix. Et notamment, ce qu'on vise essentiellement, c'est les documents d'urbanisme. Voilà. Donc les documents d'urbanisme doivent être rendus compatibles avec les documents du SAGE. Donc il y a toujours une marge de latitude. Mais un peu, c'est comme cette notion d'éviter, réduire, compenser. Je pense que vous avez tous entendu cette notion dans l'environnement de... On pense d'abord à éviter, ensuite, si on ne peut pas éviter, on réduit l'impact du projet sur la fonctionnalité des milieux ou sur la quantité d'eau qu'on va prélever, ou alors on va compenser. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que depuis que cette séquence éviter, réduire, compenser est arrivée, il y a eu un engouement pour la compensation. Voilà. Alors, il faut juste changer un petit peu le prisme. Mais en fait, quand je dis un engouement, je n'utilise pas ce mot pour rien, parce qu'en fait, il y a presque une sorte un peu de dire « Ah, c'est pas grave, on va compenser. » Alors, comment on va compenser? Ça va être intéressant. C'est presque l'aboutissement du projet. Alors, donc, peut-être essayer de penser, juste dans un premier temps, à éviter, laisser de la place à l'autre. Oui, sur ce point, je veux vraiment insister sur ce qui n'a pas fait débat entre nous, mais ce qui a été très présent dans nos réflexions et ensuite dans nos décisions. Compenser ne rétablit pas ce qui a été supprimé. Ça, il faut avoir ça à l'esprit. Ce que l'IA appelle l'engouement, c'est-à-dire cette idée que finalement, c'est pas grave puisqu'on peut compenser, reste quand même grave. La compensation limite la portée à une échelle supérieure de la suppression que l'on a opérée, mais ne supprime pas la suppression. Et ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et je pense d'ailleurs que pour le travail des communes dans l'élaboration de leur PLU, s'obliger à axer l'esprit du PLU, le PADD, et sa réglementation, le règlement, sur éviter et éventuellement réduire, est beaucoup plus important que de laisser la porte qui doit rester ouverte au principe de compensation. Parce que laisser l'espérance de la compensation comme solution et donc comme moindre mal par rapport à un projet, ça peut être extrêmement nocif pour un particulier qui aurait un projet à réaliser et qui, en cours de route, parce qu'on l'aurait encouragé à aller plutôt vers l'idée de compensation plutôt que vers l'évitement ou la diminution, à devoir investir beaucoup sur un projet, avancer beaucoup sur un projet avant de s'apercevoir que la compensation n'est pas possible. Parce que la compensation, elle ne s'effectue pas de n'importe quelle manière, elle s'effectue d'une manière extrêmement contrainte, dans des proportions qui doivent être respectées et dans un périmètre qui doit l'être aussi. Moi, j'ai à l'esprit certains projets, certains gros projets d'implantation économique, où on ne s'était pas posé la question au début de l'existence de zones humides et du risque d'avoir donc l'intérêt entre guillemets économique étant malgré tout de supprimer la zone humide parce que ça paraissait possible de le faire, qui ensuite n'ont pas trouvé là où ils devaient, dans les conditions dans lesquelles ils devaient le faire, de surface suffisante pour la compensation et qui ont dû renoncer à leur projet. Donc vraiment, d'abord, pour le souci pratique que je viens d'évoquer avec l'exemple que je viens d'utiliser, mettons le paquet dans nos règlements d'urbanisme et dans notre stratégie de politique d'urbanisme au sein de nos collectivités, mettons le paquet sur éviter, éventuellement, pas pouvoir complètement éviter, mais éviter quand même un peu en réduisant, et n'utiliser la philosophie, s'il peut en exister, de la compensation, que lorsque un intérêt qui sera bien défini comme étant suffisamment important pour qu'on arrive à cette étape de traitement de la difficulté, qui s'appelle la compensation. Essayons de tout faire pour
ne pas utiliser, ne pas laisser croire dans nos règlements d'urbanisme que de toute façon c'est pas bien grave puisque une zone humide ça se remplace, ça se compense. Non, une zone humide qui est détruite, elle est détruite. Hein, et le terme de compensation ne veut pas dire remplacement. Tout ça, c'était peut-être complet, confus, ça vous disait peut-être des choses, mais peut-être pas tout. Hein, donc on est là, sachant que les documents que nous avons sous les yeux ont été remis à chacun, je crois, non je vois des documents, voilà. Hein, vous avez dans ces documents l'essentiel de ce qu'il faut savoir, et dont une toute petite partie a été délivrée dans les différentes interventions. Donc, soit, ce qui est possible dès maintenant, vous avez sur ce qu'on a dit ou sur ce qu'on n'a pas dit des questions à poser, on s'efforcera d'y répondre. Mais dans un deuxième temps, et qui va être le plus important, dans toute la période qui s'ouvre jusqu'au 15 août inclus, mais probablement avant, comme le disait Romain, on ne va pas délibérer le 28 juillet en plein Jeux Olympiques. Voilà. On aura d'autres sujets. Hein, donc, on va dire que il est assez raisonnable de penser que dans les 4 semaines qui viennent, un travail de complément d'information par vos questions à l'attention de la structure porteuse d'Héloïse et tous ses collègues pourra vous permettre d'avoir les éclaircissements que vous souhaitez à la lecture de l'ensemble de ces documents, ce qui n'interdit pas que les questions soient d'ores et déjà posées et que réponse puisse éventuellement y être apportée. Alors, la première main a du mal à se lever, nous allons attendre la deuxième. Bonsoir à tous. J'avais juste une question, effectivement, puisqu'on peut solliciter le siège, mais est-ce que le siège pourrait solliciter les communes, effectivement, pour les rendez-vous et pouvoir échanger, effectivement, dans ce domaine par rapport à la liaison avec les documents d'urbanisme à adapter, effectivement Alors, le siège intervient, est compétent au titre de la GEMAPI sur 120 communes. Je crois que j'ai répondu. Donc, non, vous êtes, en tout cas tous ceux qui sont des personnes publiques associées ont été destinataires du projet de SAGE, comme ça se fait d'ailleurs assez classiquement. Hein, nous sommes amenés à nous prononcer sur différents schémas régionaux, départementaux. Donc tout a été adressé à destination des responsables d'exécutifs dont les organes délibérants doivent se prononcer sur le schéma. Je ne peux pas m'engager à date à faire en sorte que dans les 2 semaines qui viennent, on ait contacté individuellement les 120 communes. C'est la raison pour laquelle, en revanche, à quoi je m'engage, c'est que si vous nous sollicitez, on vous répond. Voilà. Mais j'aurais peur d'être exhaustif. Étant donné que je ne suis pas sûr que ce soit les communes qui ont vocation à se présenter, en l'occurrence, à se prononcer, mais c'est selon qu'on est en PLUI ou en PLU. Communes et les EPCI. Communes, EPCI, tout le monde, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est important, tous les PLU passent par la clé. Donc là, vous avez un dialogue privilégié avec l'animatrice. En fait, on travaille sur tous les PLU, donc il y a Mans PLU en ce moment. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on va vous conseiller surtout. Voilà. Et puis après, il y aura le guide qu'a évoqué Héloïse, qui est déjà un guide, mais il va être mis à jour avec les nouvelles règles, qui vous aidera à mettre le PLU. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour laisser la place à l'eau, la mobilité elle concerne même les cours d'eau qui sont canalisés. Donc il y en a plein à Tournant, à Brest, à Bricontre-Robert, des cours d'eau qu'on peut renourrir dans 10, 20 ans, ou plus tôt si c'est possible. Et puis il y a l'aspect sur l'eau pluviale, où là il faut vraiment que le PLU il peut faire des trucs que nous on ne peut pas faire, c'est-à-dire interdire d'imperméabiliser les allées, les terrasses, etc. Il peut aussi donner des obligations d'espace de pleine terre dans les zones un peu denses, parce que ça ne sert à rien d'interdire, d'obliger d'infiltrer s'il n'y a pas la place pour infiltrer, donc c'est le PLU qui va jouer ce rôle-là. Voilà, mais on aidera toutes les communes au moment de toute façon des PLU. Puis, par contre, vous pouvez nous poser des questions à Héloïse. Je prolonge ce que vient de dire Eric sur le calendrier. De toute façon, la commission locale de l'eau est saisie de tout projet de PLU. Mais ce qui n'est pas d'indifférence, c'est le moment.
plus vous prendrez l'initiative tôt, lorsque vous envisagez de mettre en élaboration ou en modification ou en révision votre PLU, plus vous prendrez l'initiative de vous contacter pour intégrer dès l'origine ce qui devra l'être dans votre document, et mieux ce sera. D'abord parce que mobiliser toute une énergie jusqu'à faire bien avancer le projet au point que nous on le reçoit quasi définitif pour vous dire bah non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut remettre sur le métier ce qui peut compliquer en termes de délai, en termes de mise à disposition de votre collaboration avec le bureau d'études, etc. N'hésitez pas, dès que vous en sentez l'utilité, c'est-à-dire le plus tôt possible, à contacter l'équipe autour d'Héloïse. Ça facilitera le travail de tout le monde. Hein, et notamment peut-être pour expliquer, adapter à votre territoire des éléments qu'on a rapidement esquissés tout à l'heure sur conformité, compatibilité, etc., pour vous éviter dès le début des erreurs dans la compréhension de ce qui de toute façon s'imposera à vous. Hein. Donc vraiment, c'est le conseil que je me permets de donner. Vous ne dérangerez jamais le SIAG à lui poser des questions très en amont. Ça évitera d'avoir à se torturer la tête pour savoir comment on va sortir d'une difficulté quand le travail sera déjà bien avancé, avec quelquefois une impossibilité de vous aider à sortir de l'impasse. Hein, franchement. Le PLU, par exemple, il faut qu'il puisse autoriser les toitures terrasses pour qu'on fasse des toitures végétalisées. Ça, le règlement du SAG ne peut pas le faire, c'est à la commune de le faire. Oui, comme les coefficients de pondération maintenant qu'on peut mettre en place par rapport à l'obligation de pleine terre, etc., on peut vous aider à concevoir la stratégie qui permettra de maintenir une constructibilité, surtout avec cette belle et sainte règle du ZAN qui va s'imposer à tout le monde en milieu déjà dense. La stratégie sur les dents creuses, quand on combine ZAN d'un côté, et SAGE de l'autre, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. On peut vous aider à la concevoir dans les obligations que vous fixerez dans votre PLU sur les coefficients de pleine terre, sur la compensation, ce que vaut 1 mètre carré de parking végétalisé, bien que n'étant pas en pleine terre, etc. Bon, tout ça, on peut vous aider à l'écrire de manière à aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Hein, pour la politique urbaine sur votre territoire. Bonsoir à tous, je suis Dominique Caron, maire adjointe environnement sur la commune de Villecrane. Voilà, j'avais une question à poser parce que nous sommes intégrés au territoire T11, Grand Paris Sud-Est Avenir, et toutes les communes, effectivement, ne font pas partie, ne dépendent pas du SIAG. Donc, moi, je voulais savoir comment on est en cours d'élaboration du PLUI. Voilà. Est-ce que le T11 a été avisé, effectivement, de ces éléments-là, de manière à pouvoir, effectivement, comme le travail actuellement se fait sur le règlement, effectivement, qu'on puisse rendre compatible tout ce qui est, effectivement, nouvelles dispositions plus contraignantes qui vont être prises à ce titre. Voilà. Oui, le T11, c'est dans le... Merci. Bonsoir. Guillaume de la Perrière, premier adjoint sur la commune de Châtres en Seine-et-Marne. Je voulais juste faire une petite remarque notamment sur la protection des zones d'expansion des crues, qui est effectivement nécessaire. Mais je voulais quand même souligner que ces zones d'expansion des crues, aujourd'hui, elles ont parfois tendance à croître, dû à la densification des populations qu'on peut avoir sur certains secteurs, à la bétonisation. Et donc ceux qui vont se retrouver pénalisés dans la protection de ces zones d'expansion des crues, ce n'est pas des promoteurs qui ont construit, ce n'est pas ceux qui ont développé des activités sur le territoire, des activités industrielles, des activités commerciales à grande échelle. Et bien, ceux qui vont être pénalisés, c'est les propriétaires, c'est les agriculteurs qui travaillent sur ces zones d'expansion. Parce qu'on va leur mettre des contraintes supplémentaires sur des zones qui, un exemple qui faisait quelques centaines de mètres carrés sur une parcelle il y a 50 ans, mais qui aujourd'hui, cette zone d'expansion des crues, elle est bien supérieure et elle est inondée bien plus souvent qu'avant. Donc là, en fait, on dit ok, on cautionne
ce qui a été fait, et les victimes ne vont pas être ceux qui ont fait les projets, c'est ceux qui n'ont rien fait sur leur terrain, c'est ceux qui les ont laissés naturels. Et donc on va encore leur rajouter des contraintes supplémentaires. Donc, voilà, je voulais juste le souligner pour que vous en soyez conscients. Il y a un élément que vous évoquez, que je partage tout à fait, c'est que nous sommes toutes et tous les héritiers d'un passé. Et que dans le passé, on a fait des choses bien, on a fait des choses moins bien. Et d'ailleurs, en tant que président du SIAGE, aujourd'hui, je fais travailler mes équipes pour démonter des ouvrages que le SIAGE lui-même avait mis en place il y a une quarantaine d'années de cela. Parce que les temps ont changé et qu'on a tiré les enseignements d'un passé qui avait été parfois mal inspiré. Et donc on a collectivement à gérer cette situation. Vous parlez de ce dont est victime le monde agricole parce qu'on a effectivement urbanisé sans forcément précédemment gérer les eaux à la parcelle. Pas que le monde agricole qui en souffre. Moi je suis maire de Boussy-Saint-Antoine dans la basse vallée de l'Yerre. Je peux vous dire que je sais ce que ça veut dire que l'Yerre qui déborde. Avec des prédécesseurs qui avaient la bonne idée d'urbaniser une partie de ma commune en zone inondable, dans le Limageur, ce qui simplifie ma vie à chaque période de crue de l'Yerre et surtout celle des riverains concernés. Donc ce qu'on essaye de faire, en conciliant d'ailleurs l'ensemble des acteurs, et c'est le rôle de la clé, c'est de tirer ces enseignements du passé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le précédent règlement du SIAGE, pas du SAGE, mais du SIAGE sur le territoire qui le concerne était déjà très ambitieux. Et là, l'objectif du SAGE, c'est de pousser cette ambition au-delà du territoire historique d'intervention du SIAGE, donc sur ces 18 communes du périmètre historique. Là, un des enjeux du SAGE, c'est de contraindre tous les aménagements à la gestion à la parcelle. Pour dire concrètement que ce que vous évoquez, c'est-à-dire ces zones industrielles ou commerciales qui ont été construites et qui font qu'on a des centaines de milliers de litres d'eau à chaque précipitation qui file vers la rivière, pour que ça n'existe plus. Mais en fait, on est tous dans le même bain, parce que vous évoquez, et c'est bien légitime, de là où vous parlez, les contraintes du monde agricole, ce à quoi un urbain comme moi pourrait répondre, que toutes les eaux qui déferlent sur Boussy-Saint-Antoine à chaque fois qu'on a des épisodes de pluie intense sont des eaux qui ne sont pas retenues en Seine-et-Marne dans les champs parce qu'on les a drainées pour améliorer leur productivité. Et donc en fait, on est tous, c'est d'ailleurs toute la logique de traiter le sujet à l'échelle d'un bassin versant, c'est que nous avons tous généré nos propres nuisances, que nous les avons assez largement partagées avec d'autres, et que désormais on a des outils. C'est pour ça que l'introduction de Guy Geoffroy était très utile. Avant, il n'y avait personne pour s'occuper de ça. Et le législateur a exigé que s'exerce la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et si possible à l'échelle de bassin versant avec un épage. C'est pour ça qu'on a créé, c'est justement pour tirer les leçons du passé, ces outils. Donc je ne vous dis pas qu'on va tout résoudre, mais je peux en revanche vous garantir que ce à quoi appelle le SAGE, ce n'est pas de sacrifier le monde agricole ou la ruralité ou le périurbain au bénéfice de l'urbain ou de l'urbanisation. C'est tout au contraire de faire en sorte qu'on mette en synergie l'ensemble des acteurs en fixant des contraintes qui sont, honnêtement, ceux qui vont être le plus contraints demain par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est ceux qui vont vouloir bâtir. Très franchement. C'est pour ça que j'attirais l'attention de chacune et chacun au début de mon propos sur le fait que le SAGE est un document qui a une ambition, mais qui se traduit d'un point de vue réglementaire. Voilà. Donc je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un passé dont nous sommes tous les héritiers. Et la nuance que j'apporte, c'est que là, vraiment, je crois qu'il y a des efforts qui sont désormais équilibrés, qui sont demandés à chacun pour traiter les sujets qui nous intéressent, et singulièrement dans les obligations qui naissent pour toutes les zones à aménager. Et y compris d'ailleurs, parce que c'est le cas du règlement du SIAGE, du règlement de gestion des eaux pluviales du SIAGE, donc on a des compétences sur 18 communes. Moi, je passe ma vie à être sollicité par des pétitionnaires parce qu'on contraint à la gestion des eaux à la parcelle sur les projets d'extension, de rénovation. Ça veut dire qu'on corrige en plus, on exige d'eux qu'ils corrigent le passé, ce qu'ils ont un peu de mal à comprendre.
Juste une petite question, étant donné qu'on est dans un processus d'adoption définitive du SAGE, est-ce que pendant cette période, c'est-à-dire les quelques mois qui précèdent et les quelques mois qui vont encore courir jusqu'à l'adoption définitive, est-ce que les projets seront regardés, pourraient être regardés avec ces règles ou ces contraintes qui existent là, sans attendre l'adoption définitive, comme on le fait finalement dans les PLU, on peut regarder les projets avec, ou mettre en attente finalement des projets au regard des nouvelles règles qui pourraient arriver. Est-ce que ça c'est une contrainte qui existe, ou est-ce qu'on va voir peut-être des projets qui étaient en sommeil se dépêcher d'être réalisés parce que dans quelques mois ou quelques années, ils ne pourraient pas être réalisés dans le cadre des nouvelles obligations qui sont là? Alors, si je dois être rectifié ou contredit, je le saurai, mais nous sommes sous l'empire du sage actuel. C'est lui qui s'applique. Par contre, en excusant le jeu de mots, il est sage de savoir que lorsqu'un permis de construire est accordé dans une période comme celle-ci, dans des conditions qui s'appuient sur un dispositif en fin de vie, il y a un gros problème au cas, et pour beaucoup de permis de construire, c'est le cas, où il y a le jour venu ce qu'on appelle le permis modificatif balai. Parce que le permis modificatif balai, lui, il devra être présenté et instruit sous l'emprise du nouveau schéma. Donc il est sage de le savoir et de le dire aux pétitionnaires qui se diraient on a la fenêtre de tir qui va nous permettre d'éviter que notre projet devienne impossible. Alors là, on peut se dire ce projet, j'y tiens tellement que je vais conseiller aux pétitionnaires de très sagement le faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème à l'arrivée lors du passage vers le nouveau schéma, où on peut ne pas vouloir franchement du projet, et puis oublier de donner conseil qu'il vaudrait mieux respecter l'esprit, si ce n'est la lettre du prochain sage, pour dire le jour venu, je vous avais bien dit que ce n'était pas raisonnable. La preuve, c'est que maintenant, vous êtes le bec dans l'eau. Donc, la règle, c'est que c'est le schéma actuel qui s'applique lorsque nous émettrons l'avis sur un projet de permis de construire qui serait présenté là où nous avons obligation à formuler un avis. Éric. Lorsqu'Héloïse instruit les PLU et les permis de construire, elle le fait par rapport au règlement en vigueur, mais elle donne toutes les tendances du nouveau pour qu'on puisse anticiper. Elle le fait systématiquement. Donc ça permet de ne pas se faire coincer si le permis traîne et on connaît la règle qui va venir après. Ouais. Sachant, je le répète, que surtout sur les projets d'importance notoire, là où on a un peu de collectif en matière de logement, il est très rare qu'il n'y ait pas le fameux permis balai de régularisation au titre d'un PC modificatif. Et là, c'est extrêmement dangereux parce qu'on peut avoir un projet qui est suffisamment avancé, même réalisé, pour ensuite n'avoir jamais la conformité avec toutes les conséquences qui en découlent en cas de sinistre, en cas de vente. Enfin bon, on sait très bien que derrière tout ça, c'est un ensemble de problèmes qui s'accumulent les uns aux autres et qui sont par définition insolubles, même dans l'eau. Merci de votre attention. J'espère qu'on n'a pas été trop éloigné des réalités telles que vous allez devoir les affronter en application de tout cela. Prenez bien soin avec vos équipes de prendre connaissance de ces documents, de ne pas hésiter à contacter Héloïse. Tout sera fait pour vous aider à bien intégrer la nouvelle mécanique et à en faire une évolution nécessaire et non pas des contraintes idiotes. C'est ça surtout qu'il faut avoir à l'esprit. Je vous fais confiance pour être à notre contact dès que vous sentirez qu'il faut le faire. Oui, il y a quand même une dernière question. Aujourd'hui, on a tous travaillé sur le sujet.
Une question qui m'interpelle, c'est comment, en tant que mairie, peut-on agir auprès des particuliers à qui on a imposé une conformité de se raccorder au réseau il y a 30 ans, et aujourd'hui ils sont nombreux à être dans ce cas-là, et comment on peut les faire inverser pour les ramener à la parcelle? C'est une bonne question et on te remercie de l'avoir posée. En fait, il faut toujours y aller par ordre de priorité. C'est-à-dire que là, on pense à la gestion des eaux pluviales pour les habitations nouvelles. Sur le passé, là où en fait vous avez le plus de volume d'eau pluviale, c'est sur vos voiries ou vos espaces publics. Et la déconnexion de vos bâtiments publics, la déconnexion de tous ces espaces qui proportionnellement sont plus importantes entre guillemets et plus faciles d'accès. Voilà. Donc concentrez-vous là-dessus. Et puis après, en fait, les particuliers, progressivement, il y a de l'information autour des cuves qui peuvent servir à l'arrosage, si c'est pavillonnaire, à arroser les jardins. Quand vous allez refaire peut-être des espaces de voirie, il va y avoir peut-être quelques bâtiments sur lesquels vous pourrez récupérer des noues. Voilà. Donc, on peut vous aider en tout cas pour engager des schémas, de ce qu'on appelle des schémas en fait d'hydrologie urbaine, et d'aider en fait à avoir toutes des schémas de priorisation justement de vos désimperméabilisations, parce qu'on parlait effectivement de cette notion de zone d'expansion de flux. C'est ce que j'ai insisté aussi après, c'est que l'aspect remarquable de Laval très urbanisé, c'est justement parce qu'en fait ils ne doivent pas se contenter à penser à l'infiltration pour les bâtiments nouveaux, c'est qu'on doit penser aussi dès maintenant à la désimperméabilisation, surtout sur le territoire francilien, et pour les enjeux que vous évoquiez, quoi. Et donc voilà, il peut y avoir en fait, et l'agence de l'eau peut vous accompagner sur ce type de financement, et on peut aussi superposer pour que ce soit aussi attractif pour tout le monde, et puis que ce soit du bon sens, c'est-à-dire que la végétalisation qui va être liée avec l'infiltration des eaux pluviales, vous pouvez compenser vos espaces très, très, très minérales d'îlots de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on fait du bon sens. On fait de la biodiversité ordinaire, enfin, tout est lié en fait. Et la superficie qui est envoyée dans les réseaux quand tout était établi fut une époque, je peux vous dire qu'elle est largement plus importante que la surface de voirie, la plupart du temps dans les lotissements. Toutes les toitures que vous récupérez qui sont au fur et à mesure du temps, qui n'étaient pas forcément prévues d'être prises et qui ont été ajoutées, qui seront envoyées sur la voirie. Aujourd'hui, on a énormément de lotissements qui sont dans ce cas-là, où on a des surfaces qui sont bien supérieures. Et quand on calcule effectivement la quantité d'eau, on voit bien que les réseaux sont insuffisants, quoi. Alors, l'avantage quand même dans les lotissements, si je vois, enfin j'imagine quel type de lotissement, enfin vous avez quand même des espaces où vous pouvez infiltrer. Voilà. Donc effectivement, après là on rentre dans des espaces privés, et c'est peut-être parfois plus complexe, mais si c'est regroupé, c'est exactement pareil que les mises en conformité de Longchamp, hein, quand certains se raccordent en fait aux eaux pluviales pour les eaux usées et vice versa, parce que c'est toujours des enjeux majeurs, notamment sur nos débits de rivière qui en Ile-de-France sont pas très larges et pas très importants, donc la dilution ne se fait plus, et en plus quand on aura des débits d'étiage encore plus importants, on va avoir encore en plus de mal à maintenir la qualité. Donc les mises en conformité de branchement, ça va être vraiment un enjeu important, donc d'information d'abord dans un premier temps, et puis c'est la même chose, c'est-à-dire que s'il y a des opérations dites groupées, c'est-à-dire que nous, agence de l'eau, on apporte des financements, mais on ne peut pas l'apporter le financement à chaque individu et à chaque propriétaire. Donc on passe en général par les collectivités, notamment par le siège pour un certain nombre d'opérations. Et c'est une occasion, quand c'est plus groupé, déjà de faire des informations un peu publiques, ça fait partie de l'exercice. Et puis après, voilà, de proposer aussi ces modalités de déconnexion des eaux pluviales dans des espaces. Je pense qu'il va falloir y travailler aussi sur le domaine qui a un partenariat. Le public, effectivement, il y a beaucoup d'imperméabilisation, on voit bien que ça commence timidement, mais on va dire que ça commence à avoir un peu d'évolution. Mais on remarque bien, il va falloir faire une partie aussi pour les parties privatives, pas de manière forcément impérative, mais sensibilisation, et puis peut-être des astuces. La clé, il y aura peut-être une clé là-dessus. Non, mais bien sûr, mais le siège a les moyens de vous accompagner. Voilà, et nous, agence de l'eau, on a les moyens financiers d'accompagner le SIAG. Donc voilà, je pense qu'on est un peu. On a des possibilités, bien sûr. Et en tout cas, les retours d'expérience, c'est effectivement au sein de la commission locale de l'eau qui peuvent se faire.
Donc les bonnes choses à produire de part et d'autre sur le territoire ou même à aller voir ailleurs, c'est aussi l'occasion. Ok. Ce qui est juste un dernier complément, parce que ce qui est certain, c'est que c'est plus facile à faire, plus évident en tout cas, sur le domaine public qu'en domaine privé. Parce que quand on fait une chaussée, in fine, et on est amené à le faire les uns et les autres assez régulièrement, en fait, nous, on a le choix. Ou on remet de l'enrobé, bête et méchant, ou on désimperméabilise. Et l'avantage des subventions de l'Agence de l'eau, c'est qu'elles permettent, si vous voulez, de combler le gap entre une rénovation classique en enrobé, bête et méchant et une rénovation fondée sur des techniques alternatives avec la gestion des eaux et de l'infiltration. Il faut impérativement que... Alors, il y a des endroits où c'est pas possible, dans les rues trop en pente, etc., ça marche pas. Mais partout où on le peut, il faut impérativement qu'on désimperméabilise. Et pour démystifier, alors je ne dis pas aux élus membres du bureau du siège, parce qu'eux, ils ont déjà été largement sensibilisés au sujet, mais pour démystifier ces sujets et prendre connaissance de toutes les techniques qui existent, qui aujourd'hui sont bien plus élaborées que l'Evergreen avec les dalles plastiques qu'on a connues il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, vous avez des produits extrêmement performants qui vous permettent de faire de l'espace public désimperméabilisé, propre et durable. Voilà. Et je ne peux que vous... oui, propre, joli, durable. Son un parole, ça peut être que joli. Vous avez notamment une association, et on peut vous mettre en lien avec elle, qui s'appelle Adopta, qui est une association nationale de promotion justement des techniques alternatives d'aménagement des espaces publics et d'infiltration des eaux à parcelle, avec c'est pas très loin d'ici, un showroom où on avait organisé une visite pour un certain nombre d'élus du siège qui est pas loin à Douai, où vraiment vous avez la possibilité d'observer in situ l'ensemble des aménagements que vous pouvez réaliser. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, chacune et chacun à notre place, on a tous conscience du défi absolu que nous pose le changement climatique. Et il faut qu'on se pose la question à chaque fois qu'on dépense 1 euro d'argent public sur les espaces dont nous avons la charge, c'est si cet euro, au-delà de nous permettre de faire en sorte que nos chaussées restent carrossables, il est utile ou pas pour relever ce défi, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, on se tient à votre disposition au siège pour vous donner accès à toutes les ressources qui vous permettront d'apporter des réponses aux bonnes questions que d'ores et déjà vous vous posez. Merci à toutes et à tous.